Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lundi Politique. Il fut un temps où la France et la Martinique plus singulièrement se réveillaient avec la gueule de bois après une percée ou une bonne performance du Front National, aujourd'hui appelé le Rassemblement National. Aujourd'hui, c'est presque dans l'indifférence que le parti dirigé par Marine Le Pen s'installe comme deuxième force politique nationale dans notre territoire. La faute peut être à l'absence de prise de position claire des partis locaux, ou du moins trop tardive pour certains. Nous recevons ce soir d'ailleurs un chef de parti. Il nous livrera son regard sur les résultats des élections européennes dans notre île. Et puis nous évoquerons avec lui son action en tant que parlementaire. Et surtout, nous reviendrons sur la dernière plénière de l'Assemblée de Martinique. Une plénière qui a marqué une forme de rupture et la mise au grand jour de dissensions internes dans le groupe de la majorité à l'Assemblée de Martinique. D'un côté des marijanistes, de l'autre des niloristes. Et qui de mieux pour nous en parler que Jean-Philippe Nilor, qui est notre invité ce soir. Bonsoir Jean-Philippe Nilor. Bonsoir Cédric Catin, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Caraïbe International. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook avec notre live. Jean-Philippe Nilor, déjà une première réaction sur ces élections européennes. Un résultat, on va dire, attendu au niveau national, mais peut-être plus inattendu au niveau local, avec une véritable percée, en tout cas, du Rassemblement National en Martinique. Oui, on peut le déplorer, les résultats du Rassemblement National en Martinique. Je rappelle que le Rassemblement National n'est rien d'autre que le Front National, de sinistre réputation. Et j'attire l'attention des Martiniquais ou des résidents en Martinique qui ont voté pour ce Rassemblement National sous le caractère éminemment raciste de ce parti politique. C'est-à-dire que les fondements même de ce mouvement politique sont la supériorité des Blancs et l'infériorité des Noirs. Donc, lorsqu'on va voter pour ce type de parti, quelque part, on se tire une balle dans le pied, c'est se tuer soi-même. C'est ce qu'on dit en créole, c'est quoi fouille, fossou ou même. Donc, je me permets pas de faire la morale à ceux qui ont voté, parce que on peut comprendre que les choses ont été présentées d'une telle manière que ceux qui contestaient la politique de Macron n'avaient d'autre recours que de le contester par un vote protestataire, voter Front National, ne serait-ce que pour dire à Macron qu'on n'est pas d'accord avec sa politique. Je peux entendre ça, mais j'attire l'attention sur le caractère excessivement dangereux de ce type de vote. Est-ce que justement, je le disais en introduction, on entend peu finalement les mouvements politiques locaux? Il y en a quelques-uns qui ont pris position clairement, mais peu de mouvements finalement s'engagent dans ces élections, on va dire, générales, et par exemple sur des élections européennes. Alors, on s'engage beaucoup moins sur les élections européennes, mais je considère que c'est dû au mode de scrutin. C'est un mode de scrutin qui attise quelque part la non-participation, qui attise l'abstention, parce que nous n'avons pas la main sur les choses, sur les choix. Nous sommes réduits à quoi? Avec ce mode de scrutin, ce nouveau mode de scrutin pour les européennes, qui est pire que le précédent. Nous sommes réduits à quoi? À espérer qu'un de nos compatriotes soit bien placé sur une liste nationale, entre guillemets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de demander l'aumône et que notre voix, notre vote n'a pas véritablement d'impact sur le résultat final. Si nous avions à décider de qui était légitime pour représenter la Martinique, ou au moins la Martinique et la Guadeloupe, et la Martinique, ou pire, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Antilles-Guyane, pour désigner un certain nombre de représentants en Europe, je pense que le taux de participation serait autre. Et la deuxième place du Rassemblement National, quelque part, elle est biaisée par une non-participation, un non-intérêt, parce qu'on a le sentiment qu'on n'a pas de poids véritablement sur les choix de nos dirigeants. Est-ce que donc ce mode de scrutin-là, quelque part, il est fait par des énarques, il est fait par des gens qui ont de hauts niveaux de diplôme, mais qui n'ont pas véritablement le sens de l'intérêt général et de ce qu'il faut faire pour réintéresser les gens à la chose politique. Ce manque de considération dont vous parlez des Antilles de façon générale, est-ce que vous le ressentez, vous, au Parlement? Oui, on le ressent à l'Assemblée nationale. Déjà, au niveau européen, j'imagine que ça doit être pire. Mais oui, on le ressent à l'Assemblée nationale. Nous pouvons monter au créneau très fréquemment sur des sujets importants avec des argumentaires massus. Mais une fois que la majorité
de la République en marche a adopté au préalable une position, cette position-là est maintenue jusqu'au bout, envers et contre toute logique, envers et contre toute argumentation, fut-elle massue. Comment vous arrivez justement à essayer d'impulser des politiques qui sont, on va dire, sensibles pour les Martiniquais au sein de l'Assemblée nationale? Déjà, il faut qu'on soit unis sur un certain nombre de revendications. Et j'ai toujours milité pour que nos parlementaires, nos représentants, les présidents de collectivités aussi, pourraient s'adjoindre à des démarches pour exiger ce qui est important pour nous. Or, le problème de la Martinique, c'est que trop souvent, nos dirigeants se divisent à l'Assemblée nationale, prennent des positions opposées pour des questions de politique politicienne martiniquaise. On s'oppose. Aujourd'hui, je constate qu'il y a un léger mieux. Et je dois le dire, même si ça me cause encore des soucis, l'ambiance entre les parlementaires martiniquais aujourd'hui, bien meilleure que par le passé. Aujourd'hui, je peux parler à Serge Letchimy. Je peux lui dire lorsque je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, vous arrivez à vous rencontrer, à discuter. On arrive à se rencontrer, à discuter et à tenter, même si c'est difficile par moments, même si parfois l'ego surdimensionné prend le dessus. Mais je ne me décourage pas. On arrive à se voir, à discuter et à afficher une certaine solidarité sur des sujets importants pour le pays. Parce que ce qui compte, c'est le pays et au-delà des personnalités des uns et des autres, des objectifs personnels des uns et des autres. Est-ce qu'il y a des dossiers, par exemple, qui vont venir, que vous comptez présenter et vous espérez justement l'appui des autres parlementaires? Oui, je vais solliciter l'ensemble des parlementaires de ce qu'on appelle les Outre-mer sur des dossiers importants, notamment sur la question de la vie chère. Là, on est dans le concret. On est dans la représentation légitime du peuple martiniquais, guadeloupéen, guyanais, réunionnais, etc. La vie chère, c'est quoi? C'est des produits qui sont beaucoup plus chers, donc qui coûtent beaucoup plus dans le budget des ménages. Alors que nous avons 38% de vie chère, malgré la loi contre la vie chère qui a été votée et inspirée par Victorin Lurel, aujourd'hui, la situation n'a pas réellement changé. Et là, on parle de choses importantes. De gens qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Des gens qui n'arrivent pas à faire des courses, à donner à manger à leurs enfants. Et sur cette question-là, je pense qu'il faut qu'on prenne véritablement le taureau par les cornes et qu'on se mette d'accord sur un minimum à exiger du gouvernement. Et parmi ces choses à exiger du gouvernement, je vais proposer à mes collègues qu'on se mette d'accord sur ça, sur le fait d'exiger dans nos territoires qu'il y ait un SMIC en revenu minimum. Qui soit indexé sur la vie chère. Qui soit en tout cas supérieur au SMIC en France. Parce qu'on ne peut pas avoir des revenus égaux ou inférieurs avec des niveaux de prix qui sont beaucoup plus importants que dans le reste de la France. Et déjà, vous avez vu avec la crise des Gilets jaunes qui réclamaient justement une hausse du SMIC. Pendant les élections européennes, on a même entendu parler de SMIC européen également qui était proposé. Est-ce que vous pensez que ce type de proposition-là a une chance, même infime, de résonner à l'oreille des parlementaires? Ça a une chance de résonner, pas à l'oreille des parlementaires, mais à l'oreille du gouvernement. Je pense que ça va résonner à l'oreille des parlementaires. Il faut qu'on puisse exiger que le SMIC, que les niveaux de revenus les plus bas dans nos territoires soient supérieurs à ceux qui sont par ailleurs parce que le coût de la vie est supérieur chez nous. C'est une question d'égalité. On parle d'égalité réelle. L'égalité réelle, c'est quoi? C'est l'égalité par rapport à la consommation. Est-ce qu'on ne peut pas prendre le problème dans l'autre sens et justement faire en sorte que les prix soient moins élevés encore? Alors oui, il faut s'attaquer à tout ce qui est monopole, tout ce qui est oligopole, bien détailler finalement le processus de fixation des prix dans nos territoires. Mais on sait bien, il ne faut pas rêver, on sait bien qu'il y a un certain nombre de surcoûts qui sont incompressibles, ne serait-ce que le transport. Puisque aujourd'hui, nous importons beaucoup de produits manufacturés. Il y a des propositions à faire sur ça. Il y a peut-être une taxation à établir. Pourquoi pas? Et je serai le porteur de cette proposition-là aussi, une taxation à établir sur les services. Parce qu'aujourd'hui, on a des entreprises en Martinique qui délocalisent leur communication, qui délocalisent leurs services de comptabilité. Mais quelque part, ce sont des emplois en moins dans nos territoires, des services qui sont délocalisés, mais qui ne sont pas soumis à l'octroi de mer. Parce que l'octroi de mer ne concerne
que les biens manufacturés. Au nom de quoi les biens manufacturés seraient surtaxés par cet octroi de mer et les services ne le seraient pas. Donc il faut qu'on réfléchisse à une manière peut-être de desserrer les traites sur les produits manufacturés, en tout cas certains produits manufacturés, parce qu'en la matière, il faut opérer de manière chirurgicale. Il y a des produits qui méritent d'être surtaxés et d'autres qui le méritent moins, pour pouvoir justement baisser le prix à la consommation des produits de première nécessité. C'est une proposition que vous allez faire bientôt. Je vais faire ces deux propositions, et puis une troisième, qui est celle d'aller vers une zone franche de production. Des zones de production, les activités de production dans notre pays. Moi, je suis coprésident d'un mouvement qui défend l'idée de la diminution de la dépendance. La diminution de la dépendance, elle est aussi économique. Et nous refusons de laisser la question du développement économique dans les mains de la droite ou dans les mains de certaines personnes. Nous relevons le défi du développement économique et nous pouvons le faire. Par contre, on ne peut pas se développer économiquement sans une économie basée sur la production de biens et de services. Mais le projet de loi de finances, justement, a revu justement ces zones franches, justement, qui concernent la Martinique, avec des secteurs précis. C'est insuffisant. Bien sûr, c'est insuffisant. Ce qu'il faut, c'est que l'ensemble des activités de production dans notre pays, parce qu'un pays ne peut pas se réduire sa souffrance, réduire sa dépendance sans activité de production. Notre pays ne peut pas rester ad vitam aeternam un pays de consommation de tout ce qui sort à l'extérieur et qui est produit à l'extérieur, qui vient être vendu chez nous. Nous n'avons pas vocation en tant que Martiniquais à être des porteurs de caddie, des pousseurs de caddie toute notre vie et condamner nos enfants à être des pousseurs de caddie dans les mêmes conditions. Donc, il faut changer de paradigme. Lorsqu'on parle de changer de paradigme, ce sont des paroles, mais il faut passer à l'acte aujourd'hui. Et toutes ces propositions-là vont dans le sens de desserrer les traites sur la Martinique et de pouvoir poser les jalons d'un véritable développement des activités économiques qui seules pourront nous donner confiance dans l'avenir. Jean-Philippe Nilor, vous n'êtes pas que parlementaire, vous êtes aussi conseiller territorial. Vous avez posé une question lors de la dernière plénière concernant l'acquisition faite par la CTM de photos. Est-ce que vous avez eu enfin une réponse ? Non, alors je rappelle que ce sont des acquisitions de photos de l'Assemblée constitutive, c'est comme ça que c'était écrit dans le dossier, des photos de PIA, de l'Assemblée constitutive de PIA. Est-ce que vous avez eu le fin mot de cette histoire ? Non, je n'ai pas le fin mot de cette histoire jusqu'à aujourd'hui. Je pense bien que l'exécutif est bien embarrassé par cette affaire parce qu'il ne s'imaginait pas qu'on aurait, dans un tableau où il y a des centaines de marchés, vu ou remarqué qu'il y avait ce marché-là. Quelque part, il s'agit de quoi ? C'est la CTM, la collectivité territoriale de Martinique, qui paye un professionnel qui passe une commande pour aller prendre des photos d'une réunion publique du mouvement que j'ai l'honneur de coprésider, PIA. La question que je pose, la première, c'est à quoi ça sert ? À quoi ça sert à la CTM d'avoir des photos, de dépenser 1 400 € pour prendre des photos ? Pour savoir Qu'est-ce qui vous dérange, c'est le prix ou le Non, ce système qui me dérange, c'est le caractère illégal de ça. Ce n'est pas la vocation de la CTM d'aller espionner des partis politiques. Pour vous, c'est de l'espionnage. Mais tant que je n'ai pas d'autres réponses, je considère que c'est de l'espionnage. Et je peux même aller plus loin. Je peux dire que je peux aujourd'hui, tant que je n'ai pas une réponse cohérente, je peux aujourd'hui considérer qu'il s'agissait tout simplement d'aller vérifier qui était là pour faire pression sur ces gens-là demain. Pour savoir s'il y avait des agents de la CTM présents, pour savoir s'il y avait des présidents d'associations sportives, culturelles, de personnes âgées, que sais-je, présents et qui font des demandes à la CTM. Lors de la plénière, vous avez demandé ces photos, avoir ces photos. Il y a même un autre élu qui a demandé elle-même les recevoir par email. Est-ce que justement, toujours pas de réponse ? Les recevoir par email, je pense que c'est la moindre des choses. Mais à partir du moment où la CTM passe une commande publique, c'est payé avec nos impôts. En quoi nos impôts devraient financer l'acquisition par la CTM de photos d'une réunion publique d'un parti politique, sauf si c'est pour un usage privé, personnel. À ce moment-là, c'est encore plus grave. Il n'y a aucune raison que ces photos restent dans la main de certaines personnes autour du président du conseil exécutif.
Il faut qu'elle soit publiée au plus grand nombre et il faut qu'elle soit à la prochaine plénière ou à une plénière à venir. Il faut qu'elle soit montrée à tous les élus pour qu'on voit ces photos. Parce que sinon, pourquoi les acheter si c'est pour les cacher, si c'est pour les utiliser dans l'opacité? Non, en fait, cette question-là, c'est un véritable scandale. Et en tant que coprésident de PIA, je me réserve le droit de porter plainte sur cette affaire si je n'ai pas des réponses qui sont crédibles. Parce que vous attendez la prochaine assemblée plénière pour avoir des... Ou peut-être même avant. Je pense qu'avec Marcelin Nadeau, coprésident de PIA, nous allons écrire au président du conseil exécutif pour lui demander des explications sur cette question, parce que c'est grave. Quelque part, si on entre dans ça, et on parlait tout à l'heure des résultats du Front National. Le Front National... et le Rassemblement national, le fascisme d'une manière générale, s'installe durablement quand la démocratie est mise à mal, quand les libertés publiques sont mises à mal. Alors, là encore, je vais me causer des ennemis, je vais me créer des ennemis de la part de certains fanatiques. Vous n'êtes plus à ça près aujourd'hui. Mais je ne suis plus à ça près, ça c'est la réalité. Et d'autre part, je ne peux pas fermer les yeux, je ne peux pas baisser la tête devant l'inacceptable. Parce que ce qui me motive, au fond, c'est l'avenir de la Martinique. Et vous croyez que moi, je peux accepter que mes enfants, que mes petits-enfants grandissent dans un pays où on est observé, où on ne peut pas faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, Jean-Philippe Milor, est-ce que votre position est tenable encore au sein de l'Assemblée, au sein de la majorité? Ma position est plus que tenable. La preuve, c'est que mes propositions, je peux les exprimer. Et elles passent au vote, même lorsqu'il y a des oppositions. Elles passent au vote parce que j'ai le droit avec moi, j'ai la connaissance de la. Mais il y a même des oppositions aujourd'hui au sein de la majorité. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, vous avez eu, par exemple, sur la motion, par exemple, que vous avez proposée sur le drapeau, le soutien de l'opposition pour passer cette motion. Mais peu importe l'opposition, on n'arrête pas de dire. Tout le monde dit qu'il faut qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de choses. Au-delà des partis, au-delà des clans, il faut qu'on arrête cette logique de division et de clans politiques qui n'ont pas toujours de sens, mais sur un certain nombre de principes, comme le respect de la démocratie, comme les alertes apportées sur la dérive, la lente dérive vers le pouvoir autocratique. Il faut qu'on soit d'accord sur ça. Il faut qu'on préserve notre pays. Donc, ce qui m'intéresse et ce qui m'importe, c'est l'avenir de la Martinique. C'est pas la fidélité à un homme. Parce qu'un homme peut dériver. Un homme n'est pas Dieu. Aucun homme ne peut considérer qu'il est un Dieu vivant et qu'il a raison sur tout. À partir du moment où j'ai posé cette limite-là, c'est ma conscience qui me dirige. Est-ce qu'on entre dans une nouvelle ère, justement, au sein de l'Assemblée, justement, et vous, avec ceux qui vous soutiennent, et également l'opposition, vous allez plus fermement vous opposer à ce qui vous dérange, alors qu'avant, vous votiez quand même? Non, je l'ai toujours fait. Je me suis opposé, par exemple, sur l'affaire Albioma, je me suis opposé au président du conseil exécutif. Pas pour m'opposer au président, c'est pas une querelle de personne, c'est pas dans une logique de cancan, parce que c'est une orientation qui me paraît dangereuse pour la santé des Martiniquais, pour l'avenir de la Martinique. Donc, je n'ai pas hésité à le faire à maintes reprises. Aujourd'hui, les choses se feront peut-être un peu plus, de manière un peu plus systématique, parce que les dérives se font de manière plus fréquente. Donc, chaque fois que je constaterai qu'il y aura une dérive, que nous constaterons qu'il y aura une dérive, nous allons nous opposer, parce que ce qui nous importe, c'est l'avenir de la Martinique et quelque part de la lutte contre l'opacité, la lutte contre le pouvoir absolu, la lutte contre le fanatisme, la lutte contre l'idée d'homme providentiel qui a raison sur tout. C'est ça le plus grand danger qui guette la Martinique. Une question, Jean-Philippe Milor. Vous êtes coprésident, vous l'avez rappelé, de PIA. Aujourd'hui, où en est le mouvement? Est-ce qu'il se structure beaucoup plus? Est-ce qu'il commence à ouvrir des comités patriotes, mais oui. des antennes en tout cas dans différentes communes? PIA se porte très bien. Très franchement, les choses se mettent en place tranquillement, lentement, sereinement, positivement. C'est vraiment le terme que je retiendrai, positivement. Beaucoup avaient parié sur une rivalité entre Marcelin Nadeau et moi, des malcapes qui vivent dans le même trou. Enfin, vous connaissez ce proverbe qu'on a retenu alors qu'on en a oublié plein d'autres qui font quelque part l'éloge de la solidarité des Martiniquais. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ça se passe bien. Ça se passe très bien. Des choses se construisent. Nous avons un engouement autour de
notre mouvement, de nos propositions. Nous avons beaucoup de jeunes Martiniquais. Je veux vous dire... Vous en êtes où des adhésions? Mais les adhésions, ça marche. Je ne pourrais même pas faire un point, tellement peut-être le point que j'avais ce matin et celui que j'aurai ce soir. Dites-nous. Non, mais ça va. Si je vous donne un chiffre, ça va effrayer nos adversaires et ça va encore plus créer de dégâts chez eux. Parce que je m'imagine bien que si notre réunion publique du 3 février a suscité une commande publique de la CTM, c'est parce qu'on nous considère comme des rivaux, des personnes qui ont la capacité de changer les choses véritablement en Martinique, en tout cas pour ceux qui ne veulent pas changer les choses. C'est votre volonté aujourd'hui? Moi, je considère que c'est un honneur qui m'est fait, mais c'est une illégalité. Et en tant que membre de la collectivité territoriale, j'exige des comptes. Est-ce que est-ce que PIA se prépare, puisque on sait que les prochaines échéances électorales c'est 2020, ce sont les municipales. Quelle sera la stratégie de PIA pour 2020? Ça allait présenter au moins une personne dans chaque commune, ou bien faire des alliances avec des partis communaux? Alors nous avons constitué une commission d'investiture qui travaille d'arrache-pied, qui étudie les situations. Vous avez la commission d'investiture. La commission d'investiture, chez nous, les choses sont transparentes. Et dans cette commission d'investiture, nous comptons des gens de grande expérience politique qui nous éclairent sur les positionnements à venir. Nous aurons des candidats, nous n'aurons pas de candidats dans toutes les communes. Il ne s'agit pas d'aller faire du chiffre dans ces élections municipales. Nous allons accorder l'investiture, c'est-à-dire le choix le plus fort à certains candidats. Nous allons accorder un soutien. C'est-à-dire c'est un peu moins que l'investiture à d'autres candidats et peut-être nous allons nous opposer à certains maires qui ne servent pas les intérêts de la Martinique. Vous êtes donné justement quel délai pour décider justement de cette fin de commission d'investiture? Pour qu'on sache quand est-ce que les candidats PIA seront investis? Dans chaque commune, il y a une réalité différente. Donc, et ça dépend de la stratégie aussi des potentiels candidats dans les communes. Il y en a qui préfèrent se déclarer tôt, d'autres qui préfèrent. Est-ce que vous avez déjà quelques candidats à nous donner étiquetés PIA? Non, pour l'instant, je n'ai pas de candidat à vous donner. Les choses se font tranquillement, sereinement. Vous saurez, mais nous allons soutenir des candidats qui ne sont pas forcément des membres de PIA, mais qui s'inscrivent dans une logique de renouvellement de la classe politique. Qui Jean-Philippe Nilor va-t-il soutenir à Sainte-Luce? Ça se décidera lorsque nous aurons véritablement consulté tout le monde. Rien n'est exclu s'agissant des municipales à Sainte-Luce, mais je pense que nous allons présenter un candidat, bien évidemment, à Sainte-Luce. Ça ne sera pas vous? Il y a pas beaucoup de chances que ce soit moi, mais bon, je ne veux pas trop rassurer non plus mes adversaires ou trop décevoir certains. Mais nous aurons certainement une équipe aux élections municipales. Je dis certainement parce que rien n'est acté, que ce n'est pas moi qui décide tout seul. Et vous décidez de concert tous les deux, enfin avec le bureau, je présume? Avec le bureau, avec les militants de Sainte-Luce qui sont très nombreux. Voilà, il faut qu'on se mette d'accord sur un ticket, sur une étiquette, sur une stratégie. Donc les choses vont se faire, mais moi je souhaite qu'il y ait un candidat au municipal de Sainte-Luce et je pense que ce candidat pourrait partir avec de réelles chances de victoire, ou cette candidate pourrait partir avec de réelles chances de victoire. Plus que vous, sachant que vous êtes allé plusieurs fois, vous êtes passé très près de la victoire. Oui, mais vous savez, dans la vie, je ne suis pas celui qui cultive des gros poils politiques. Si je n'ai pas été maire de Sainte-Luce, je l'ai regretté. Je le dis, en 2014, je voulais tout donner pour ma commune. Je voulais vraiment tout donner pour ma commune, rendre à ma commune ce qu'elle m'a donné en termes de potentialité. Ça n'a pas été le cas. Il y a des raisons objectives pour ça. Vous savez, 3 ans après, j'ai été réélu député. Malgré toute la campagne de dénigrement qui a été menée à mon encontre contre ma personne, ça veut dire que bon, peut-être que voilà, il y a des choses qui sont pour soi et d'autres qui ne sont pas, et peut-être que mon destin, c'est pas d'être maire de Sainte-Luce, mais il y a des choses peut-être plus intéressantes, plus importantes pour la Martinique que je pourrais incarner. On reste à Sainte-Luce, il nous reste 2 minutes, Jean-Philippe Nilor. Il y a eu une agression, enfin une altercation entre un résident justement du quartier désert et j'ai entendu parler de cette affaire, j'ai pu visionner une vidéo justement. Et je tiens à dire que
je suis contre. Aujourd'hui, cette problématique-là de ce passage de ce sentier du littoral, on arrive à... Parce qu'il y a eu inaction des autorités pendant tellement Que de faire temps. aujourd'hui? J'avais attiré l'attention de la ministre de la Justice lors de son passage. Je lui ai dit que cette question-là était grave parce qu'elle risquait de stigmatiser des oppositions de race en Martinique. Et c'est la chose la plus dangereuse. Que les gens s'opposent par rapport à leur couleur de peau. Qu'on ait laissé le sentiment à la grande majorité des Martiniquais que certains lieux sont exclus à ceux qui sont de descendance africaine. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de se produire. Moi, je considère que, en tant qu'homme politique responsable, je ne peux pas cautionner des dérives en termes de violence, quelle que soit leur origine. Moi, je ne cautionne pas, je n'ai jamais cautionné qu'on frappe les gens, qu'on agresse les gens, même qu'on menace les gens. Je veux dire, moi, je l'ai subi suffisamment. Dimanche encore, sur la radio RLDM, il y a un certain nombre de témoignages qui sont pratiquement des menaces contre la vie contre ma personne et contre d'autres élus de Martinique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ferme la bouche sur ça, si on ne dit rien, si on ne dénonce pas, mais on est quelque part complice de ça. On laisse s'installer un système. Le fascisme, c'est le mépris. Et ce mépris-là, il intervient chaque fois que la démocratie est mise à mal, le fascisme ressort. Et ce mépris-là, je ne peux pas l'accepter de part et d'autre. C'est pas la couleur de peau qui a mené, qui a... Aujourd'hui, vous avez une vraie concertation sur cette problématique? Oui, mais mon positionnement sur la question de la libération du littoral martiniquais n'est pas lié à des considérations raciales. C'est pas parce qu'il y a des blancs, pas parce qu'il y a des noirs, il y a des principes qui sont des principes de la loi. Et que cette loi-là, pour une fois, elle est saine pour la Martinique. Il faut que tous les Martiniquais, que tous les touristes, que tous les habitants de la Martinique, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion, leur catégorie sociale, puissent circuler librement sur le littoral martiniquais, puissent accéder à toutes les plages de Martinique. Donc, voilà, les choses sont claires. Moi, de la même manière, je ne suis pas d'accord avec le fait de cracher sur l'œuvre d'un jeune Martiniquais, de brûler un drapeau. Je peux le comprendre. Jean-Philippe Nilor, nous arrivons au terme de cette émission. Mais sur ces questions-là, c'est pas parce que le drapeau Olambi n'est pas mon drapeau, qui ne me fait pas vibrer, que je serai d'accord pour qu'on ridiculise le travail d'un jeune Martiniquais. Il faut respecter le travail des artistes. Par contre, ça, c'est un travail artistique. Merci. Un drapeau, c'est le fruit d'une histoire, c'est pas le fruit d'un concours. Merci Jean-Philippe Nilor d'avoir été notre invité. Et évidemment, vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur notre site www.rci.fm et également sur notre replay Facebook. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.